Et maintenant, je suis président du Conseil territorial de santé, qui est une grande inconnue pour beaucoup d'entre vous, je suppose. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Je laisse la parole à M. Le Goff, le directeur de l'ARS départementale, puisque l'objectif ce matin, c'est de vous montrer que les maires n'ont pas dans leur ADN un sentiment qu'ils ont un vrai pouvoir sur la santé, d'ailleurs qu'ils confondent, mais comme tous les citoyens et même comme les journalistes, la politique de santé et la politique de soins. Et ce n'est pas la même chose. Mais la santé, vous pensez que ça ne fait pas partie de vos compétences, on ne vous l'a jamais vraiment expliqué. Et donc on va vous expliquer que si, il y a moyen de le faire. Alors les EPCI c'est pareil, hein, on vous laissera le PowerPoint, c'est pareil, il n'y a quasiment pas grand chose, les départements un peu, les régions un peu. Donc la conclusion de cette slide, c'est les maires, les EPCI ne s'emparent pas d'un pouvoir de santé en général, il y en a quelques-uns qui le font, pas généraliser, et donc c'est un domaine qui, à leurs yeux, pour en discuter avec beaucoup de mes confrères, maires ou adjoints, est un pouvoir de l'État, l'ARS ici présente, alors que je m'inscris en faux et je vous dis que c'est faux. Voilà. Alors, je suis président d'un conseil territorial de santé. C'est une instance de démocratie qui est un peu le challenger de l'État, puisque l'ARS c'est le préfet santé d'une région ou d'un département, et en face, les députés et les sénateurs ont décidé qu'il y aurait effectivement un challenger qui va aider aussi l'ARS à comprendre et à orienter et même appuyer la démarche de l'État. Alors, c'est pas rien, hein, parce que le CTS, il y a 6 collèges, et effectivement, dans ces 6 collèges, je prends un peu de temps, mais c'est important de savoir que ça existe, les CTS, c'est pour ça que j'en fais la promotion. Il y a tous les professionnels de santé, ça veut dire les médecins, les infirmiers, les hôpitaux, les EHPAD, enfin tout ce qui touche de façon institutionnelle à la santé. Vous avez les collectivités territoriales, et je représente les maires des villages, mais il y a aussi le département et la région. Vous avez l'État, il y a une direction de l'État qui vient se joindre à nous, et vous voyez que l'État, c'est pas l'ARS, c'est vraiment l'État au sens large. Ensuite, il y a les usagers, qui ont aussi beaucoup d'associations de défense et de promotion de la santé via les usagers. Vous avez la CEPAM, l'organisme de sécurité sociale, et vous avez tous les parlementaires. Donc les sénateurs et députés font partie du CTS que j'anime et qui doivent réfléchir à quoi. Eh ben, on a des missions, hein, en fin de compte, on fait des diagnostics territoriaux. Je vais vous montrer une carte tout à l'heure, il y a 7 CTS en Bretagne. Donc nous, je présente la Haute-Bretagne, c'est l'Ille-et-Vilaine moins Saint-Malo, en gros. Et donc on fait des diagnostics grâce à l'ARS, d'ailleurs qui donne beaucoup de moyens pour ça. On essaye de voir où sont les problèmes de santé, les maladies en général des gens, on a des statistiques grâce à la CEPA, mais aussi les offres de soins, les médecins libéraux, les EHPAD, les hôpitaux de proximité, etc. On participe à un diagnostic sur la santé mentale, la grande oubliée. Dans nos communes, on a plein de gens un peu préoccupants, on a des soucis avec des citoyens. Comment les maires gèrent ça comme ils peuvent, mais la santé mentale est un problème qui est en train de monter, mais qui est assez vieux, mais évidemment, qui est en train de monter, et donc on y travaille. Alors, il y a quelque chose qui est méconnu, je vais aller très vite là-dessus, c'est le programme régional de santé. L'ARS avec nous, les CTS, les 7 CTS et une instance un peu au-dessus, la CRSA, on travaille à se poser la question comment est-ce qu'on améliore la santé des Bretons dans les 5 ans qui viennent. Donc on l'a fait il y a déjà 5 ans, on est en train de renouveler. Et donc on a vraiment un diagnostic de la santé en Bretagne, environnementale, conditions de travail, le soin, la prévention. Et donc on est en train de travailler, ça va être bientôt terminé, au mois de novembre, hein, ça va bientôt être en ligne si vous voulez donner votre avis, sur comment on va améliorer la santé des Bretons. Et puis on informe évidemment sur tout un tas de nouveautés réglementaires. Et on adresse au directeur général de l'ARS des propositions quand on trouve qu'il y aurait des choses sur lesquelles on doit appuyer. Alors, je vais passer la parole au directeur de l'ARS, mais je veux juste vous expliquer la différence entre une politique de santé et une politique de soins. Quand je vous dis que les journalistes même n'ont pas tous intégré ça, c'est que effectivement la politique de soins qui fait les unes des médias sur les déserts médicaux, les urgences qui sont dans la panade complète depuis un certain temps, mais vraiment là on en est au paroxysme en ce moment avec l'été qui arrive, ça c'est l'offre de soins. C'est la politique de soins, mais monsieur Le Goff, mais c'est ma vision des choses en tant qu'élu.
Et puis il y a la politique de santé qui prend la politique de soins et la prévention, c'est-à-dire tout ce qui va faire qu'on va éviter dans les hôpitaux voir son médecin. Donc rapidement, 4 chiffres, ou 5, je ne sais plus. 5% un être humain, sa santé de façon il n'y peut rien. Dès la naissance, il peut avoir un problème génétique, il peut avoir aussi à sa naissance et avec l'âge qui est grandi dans notre pays, des problèmes qui vont le faire qu'il va aller dans le soin, en fonction de l'âge. On a aussi une gentrification, en fonction du sexe, on peut avoir plus ou moins des maladies. Donc il y a 5% qui de toute façon iront dans le soin quoi qu'il arrive. Il y a 15% qui vont aussi aller dans le soin, c'est pour ça que j'ai mis les deux en premier, à cause de problèmes environnementaux. Vous savez, qualité de l'air, qualité de l'eau, etc. Donc je ne reviens pas là-dessus pour l'instant, M. Le Goff en parlera sans doute. Donc on est à 20%. Donc on a bien ceux qui vont aller à cause de problèmes et environnementaux dans le système de soins, et c'est le chiffre que je mets en dernier, 65% des problèmes de santé de nos concitoyens et de nous-mêmes, de moi-même et de vous, c'est dû à d'autres déterminants que l'environnement et autres, qu'on peut contribuer à améliorer au niveau des mairies. Et c'est ça un peu l'objet de la réunion de ce matin, parce qu'effectivement, les 5, vous retenez ça, si on mange bien, on se bouge bien, on se vaccine bien, on essaye de ne pas avoir d'addiction et on se loge bien, si les Français étaient déjà dans cette logique-là, croyez-moi, on aurait beaucoup moins de problèmes de santé à la sortie et donc de soins. Donc, bien se bouger, bien manger, les communes, effectivement, une politique de mobilité, évidemment. Bien manger, les cantines bio, pas bio, etc. Et comment éduquer nos jeunes, puisque c'est peut-être un peu tard pour certains, mais les jeunes, comment les éduquer pour bien manger. Bien se vacciner, là, la commune a un peu moins de pouvoir, mais quand même, on peut faire des centres de vaccination. Éviter les addictions, ça il va falloir qu'on fasse de la promotion et qu'on voit nos concitoyens qui sont addicts, soit des stupéfiants et de plus en plus de jeunes y sont, soit l'alcool, vous le savez tous, quand vous êtes élus, vous connaissez le fléau de l'addiction à l'alcool dans certains de nos collectifs ou nos maisons. Et puis bien se loger, politique de l'urbanisme, et ça je vais laisser M. Le Goff en parler parce qu'effectivement c'est la clé de ce qu'on peut faire. Alors rapidement, les 7 CTS, vous voyez la carte de l'île-et-Vilaine, on a un grand CTS spatial, on est un peu plus petit que celui du Finistère, on a un grand CTS spatial. Et puis je conclurai effectivement sur les pouvoirs du maire tout à l'heure. Donc je vais demander aux techniciens de passer sur la partie ARS. Bonjour à tous, donc David Le Goff, je suis le directeur départemental de l'ARS en Ille-et-Vilaine. Le propos aujourd'hui, ça va être de vous expliquer en effet pourquoi vous, élus locaux ou services des collectivités, vous avez un pouvoir en matière de santé et pourquoi on a intérêt à travailler ensemble. Je commencerai rapidement par vous redire ce que peut faire l'ARS et puis après je développerai plutôt ce que vous pouvez faire et ce qu'on peut faire ensemble. C'est quoi l'ARS quand même? Peut-être se redire quelles sont nos missions pour que ce soit bien clair pour tout le monde, parce qu'on entend beaucoup de choses. On nous connaît surtout pour nos missions sur le système de santé, notamment hospitalier, mais on a un champ d'action qui est bien plus large. Vous me dites si vous m'entendez pas très bien, parce que moi le bruit en retour c'est pas très évident, mais n'hésitez pas, hop, je vais me mettre là. Donc deux grandes missions pour l'Agence régionale de santé, une mission de régulation de l'offre de santé, c'est la mission qui est la plus connue. On autorise, on finance, on contrôle les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées dépendantes en lien avec le conseil départemental, les établissements pour le handicap. On a une politique d'animation, pas d'autorisation, c'est important pour les professionnels de santé en ville, on n'est pas sur une compétence d'obligation mais bien d'incitation. Et on a tout un ensemble de politiques de santé publique. Ce ne sont pas de la régulation du système de santé en tant que tel, mais bien d'agir sur tout ce qui fait l'état de santé d'une population, l'environnement, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de l'habitat, la lutte contre le radon, tout un ensemble de sujets, la qualité des eaux de baignade, on va détailler, on a un ensemble de sujets de santé environnementale et des enjeux de prévention, lutter contre la consommation de tabac, la consommation d'alcool, la santé mentale, etc. Donc on agit bien sur tous les critères qui font la santé d'un individu, d'une population, la prévention, la promotion de la santé, l'environnement, la santé environnementale, et en bout de chaîne, la régulation de l'offre de santé, donc le système de soins. L'objectif, c'est d'appuyer au maximum en prévention pour que le système de soins ait le moins besoin de prendre en charge la population. Plusieurs leviers d'action, mais je ne détaille pas trop. On a des compétences réglementaires, des compétences de financement, des politiques d'accompagnement, des partenariats, etc.
Une feuille de route, le projet régional de santé, M. Gilbert l'a évoqué à l'instant, avec la troisième des feuilles de route de 5 ans qui sera adoptée d'ici novembre de cette année, et une méthode de travail, la démocratie sanitaire ou la démocratie en santé, donc notamment avec les conseils territoriaux de santé, mais globalement des concertations avec tout un ensemble de partenaires, dont les élus locaux. L'organisation, en 2 mots, donc l'agence régionale de santé, comme son nom l'indique, elle est régionale. Pour autant, on a une organisation départementale aussi, avec une délégation départementale, une par département. Pour ce qui concerne les villes, j'en suis le directeur, et donc les directeurs départementaux représentent la direction générale de l'ARS, ont les pouvoirs de la direction générale de l'ARS, et sont les interlocuteurs naturels des grands décideurs locaux, le conseil départemental, les élus locaux que vous représentez, les services déconcentrés de l'État, le préfet, etc. A noter quand même, c'est pas toujours très connu, l'ARS est un établissement public autonome, c'est une politique qui est rattachée directement à la santé. Alors c'est vrai que parfois on parle de préfet de la santé parce que c'est pas une politique qui est rattachée au préfet, mais voilà, on est sur une politique d'agence, une agence qui est indépendante. Alors une fois qu'on a dit ça, quand je vous fais la liste, vous avez l'impression que l'ARS finalement a tous les leviers pour agir sur la santé de la population, mais pour autant c'est pas complètement vrai. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi parler santé avec vous finalement. Des fois on nous renvoie la question assez directement, mais la santé c'est votre sujet, vous représentez l'État, c'est à vous d'agir, c'est pas notre problématique. Et bien si. Déjà, le premier élément de réponse, c'est que vous êtes sur le terrain, au contact des administrés, c'est vous qui connaissez le mieux votre population, vous les voyez tous les jours, et vous remontez leurs attentes, leurs difficultés, et nous on a besoin de vous, de cette vision de proximité immédiate, pour pouvoir adapter nos politiques, faire le fameux dernier kilomètre. On conçoit des politiques au niveau régional, départemental, infradépartemental, et pour être sûr qu'elles touchent bien leur public en bout de chaîne, la population qu'on cible, c'est très précieux d'avoir l'avis, la connaissance des maires, des présidents de PCI qui connaissent bien leur population, et on peut ajuster les choses. Et par ailleurs, on peut compléter, vous pouvez identifier des choses qu'on n'aurait pas identifiées ou mal identifiées, et ça permet aussi de compléter nos politiques. Donc, votre connaissance du terrain, des populations, elle est extrêmement précieuse pour nous pour répondre aux besoins et adapter nos politiques. Le deuxième élément, c'est ce qu'évoquait M. Gilbert aussi tout à l'heure, 80% environ, 75-80%, peu importe le chiffre, c'est l'ordre de grandeur qui est important. La grande majorité de ce qui fait la santé d'un individu, d'une population, ne dépend pas du système de soins. Elle ne dépend pas de l'hôpital, elle ne dépend pas du médecin de la ville, elle ne dépend pas de votre infirmier, etc. etc. Elle dépend alors du patrimoine génétique, ça on n'y peut pas grand-chose, mais surtout de son environnement, de ses habitudes, de ses comportements. Et ça, vous, collectivités territoriales, vous avez un impact majeur sur cette partie-là. Avec vos politiques publiques locales, vous pouvez agir sur le sport, la vie associative, les mobilités, l'urbanisme, etc. Et tout ça, ça influe très très directement sur la santé d'une population. Et si vous prenez conscience de cet impact, vous pouvez à minima limiter les impacts négatifs, mais encore mieux, avoir des impacts positifs. Peut-être 2 exemples rapides pour vous illustrer ce que je dis, et ce n'est pas uniquement une vue d'esprit. En matière d'urbanisme, on a par exemple des études scientifiques, une grande antériorité maintenant, qui montrent très immédiatement que quand on est dans un environnement où la nature est présente, la santé mentale est meilleure. A l'inverse, si vous êtes dans un environnement extrêmement minéral, une ville très dense, aucune végétation, la santé mentale est dégradée. Donc vous, dans vos politiques locales, par exemple, si vous revégétalisez les cours d'école, si dans l'aménagement du territoire vous pensez aux espaces verts ou à des cheminements doux, vous avez un impact direct sur la santé mentale de la population, et en bout de chaîne, moins de personnes à prendre en charge par un psychologue, un psychiatre, etc. Sur les mobilités, même chose, vous pouvez travailler à l'aménagement du territoire. Si vous faites moins de parking, si vous faites plus de pistes cyclables, des cheminements doux, les gens naturellement vont plus marcher. Si les gens marchent plus, moins de diabète, moins d'obésité, moins de troubles cardiovasculaires, etc. Donc vos politiques locales, qui sont vraiment les vôtres, pas les nôtres, pas celles de l'État, elles ont un impact direct sur la santé des populations, et c'est ça le message clé. Vous connaissez vos populations, vous avez un impact avec vos politiques, donc on a tout intérêt à faire rejoindre nos politiques d'État et les politiques locales pour avoir un impact maximal bénéfique sur la santé des populations. Quelques grands enjeux, alors je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert de tous les sujets de santé qui nous préoccupent et sur lesquels on doit agir, ce serait extrêmement long, mais quand même quelques grands enjeux sur lesquels on peut agir ensemble, et vous verrez que ça va rejoindre certaines de vos problématiques au quotidien, certaines de vos politiques publiques. Le premier sujet, le sujet majeur, c'est de développer un environnement et des comportements favorables à la santé. C'est vraiment le sujet numéro 1, parce que l'idée c'est d'être en meilleure santé, de ne pas avoir besoin du système de soins, et donc il faut qu'on agisse au maximum, qu'on pense
avant de développer une politique locale, on pense aux impacts sur la santé pour favoriser une bonne santé de la population. Donc, je vous ai listé quelques sujets qui sont dans vos politiques publiques, les mobilités actives, j'en parlais juste avant, l'urbanisme favorable à la santé. On a des outils, par exemple, de formation des élus, des services, on a des choses qu'on peut mettre dans les schémas d'aménagement, un spot, un PLU, etc., pour avoir des impacts favorables sur la santé. On a des territoires comme Redon, Brocéliande qui ont travaillé ces dynamiques, et donc on peut faire des choses très intéressantes sur l'urbanisme favorable à la santé. L'alimentation saine et durable, aujourd'hui on sait qu'on a des problématiques par exemple de diabète qui explosent, notamment d'alimentation trop sucrée. Donc on peut travailler sur les cantines scolaires, les accueils de loisirs, déjà pour une meilleure alimentation, mais aussi pour sensibiliser les jeunes à ce que sont les bons réflexes d'alimentation. On a des exemples aussi sur le territoire d'actions autour de jardins partagés. Ça, c'est des choses que vous faites dans les collectivités qu'on peut mobiliser dans ce sens. L'activité physique, le sport santé, vous travaillez avec les associations sportives sur vos communes, sur vos territoires, c'est un outil majeur pour faire bouger les gens, pour donner des bons réflexes. Je parle bien d'activité physique, pas nécessairement de sport, pas de compétition, mais simplement de se mobiliser, de bouger régulièrement. C'est un impact très direct sur la santé aussi. La qualité de l'eau, la qualité de l'air, vous avez des politiques sur les transports. C'est sûr, si vous choisissez, je ne sais pas, un réseau de bus qui envoie plein de CO2 dans l'atmosphère, ou un réseau de bus qui ne pollue pas, l'impact sur la santé, il n'est pas le même. Et puis prévenir les addictions, malheureusement c'est une spécificité bretonne, on a un impact fort des addictions au tabac, à l'alcool dans la région, et donc on peut agir ensemble sur ces sujets en développant par exemple les lieux sans tabac dans les collectivités, autour des écoles, des crèches, ce genre de choses. C'est quelques exemples, mais c'est pour vous montrer que sur l'environnement, les comportements favorables à la santé, vous avez des leviers et on peut vous apporter des outils, des façons de travailler ces sujets pour avoir le plus d'impact possible. Le deuxième sujet, évidemment, c'est l'accès aux soins et en particulier la médecine de ville. C'est un sujet dans vos territoires, les uns et les autres. Vous êtes très directement sollicités, très souvent sur ce sujet-là. J'ai plus de médecin, j'arrive pas à trouver un rendez-vous, comment je fais? Alors, le triptyque former, répartir, partager, c'est ça l'axe de travail sur ce sujet. Il faut former plus de professionnels, ça ne vous appartient pas. L'État a augmenté les quotas de formation, plus de 20% de médecins depuis 4 ans, plus 25% de paramédicaux. Il faut le temps de les former, ils vont arriver d'ici quelques années, mais on va avoir plus de professionnels. Après, ils travaillent différemment, il faut l'augmenter. Répartir, ça veut dire inciter à l'installation là où on a le plus besoin des professionnels, pas là où il y en a déjà beaucoup, voire trop. Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une politique d'incitation, on n'a pas d'obligation à l'installation, donc il faut travailler sur cette incitation et j'y reviendrai après. Et puis partager, c'est vraiment le cœur de la solution, c'est aujourd'hui, il faut faire travailler les professionnels en équipe et différemment. Le médecin qui fait tout, c'est fini, on dirait assez directement, et donc il faut travailler les choses un peu différemment. Ce que je vous ai mis à l'écran, alors c'est un peu petit probablement, c'est une enquête qui est intéressante, qui va vous apporter quelques clés de lecture sur pourquoi un médecin il s'installe à un endroit plutôt qu'à un autre. C'est une enquête qui a été faite auprès des médecins, par exemple des médecins, elle date de 2020, ils la font régulièrement, les résultats changent peu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que plus le bleu est clair, plus ça concerne une tranche générationnelle jeune. Et donc on leur a demandé quel est le critère principal pour votre choix d'installation. Vous voyez, ce qui est en plus grand, ici, c'est la possibilité de travailler avec d'autres professionnels de santé. Deuxième critère, les facilités pour votre famille. Travail du conjoint, école pour les enfants, garde d'enfants, mobilité, accès à la culture, etc., etc. Et, en tout dernier, en plus petit, les aides financières. Vous voyez, donc, très souvent on a des échanges avec les élus locaux. Oui, mais alors le zonage médecin, pourquoi ma commune n'y a pas le droit, les aides financières pour le médecin? Les médecins ils s'en fichent, c'est pas ça qui les fait s'installer à un endroit. Un médecin, concrètement, il met sa plaque n'importe où, il a une patientèle en une semaine et il gagne bien sa vie. Son sujet, c'est pas l'aide financière. Son sujet, c'est de pas être tout seul, de travailler avec d'autres professionnels, d'avoir accès aux spécialistes, de pouvoir travailler en équipe, pas isolé. Et son deuxième sujet, la sociologie des médecins l'a changé, c'est mon conjoint, parce que c'est plutôt des femmes désormais les médecins. Comment il fait pour travailler, les enfants, comment je fais pour les garder, potentiellement j'ai des horaires atypiques, je finis tard, etc. Donc c'est ces deux sujets qu'il faut qu'on travaille. Et autant le cadre d'exercice, le cadre professionnel, le travail en équipe, les maisons de santé, la télémédecine, tout ce que vous voulez, ça c'est notre job, on peut le travailler. Autant le cadre de vie, le logement, l'accès aux gardes d'enfants, les mobilités, l'emploi, etc. C'est pas notre job, c'est le job des collectivités. Donc on a tout intérêt à travailler ces sujets ensemble. Il faut qu'on ait une vision commune d'où est-ce qu'on veut mettre les professionnels de santé en priorité et qu'on active les leviers ensemble. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et surtout, c'est important, il faut éviter, c'est le dernier point, la concurrence entre les territoires.
Si chaque commune construit toute seule dans son coin un local avec, je veux mettre 10 médecins, ça ne marchera pas. Les professionnels de santé, ils sont suffisamment intelligents pour aller essayer de trouver le plus d'avantages. Mais est-ce qu'ils vont aller à l'endroit où on en a besoin? Est-ce que vous arriverez à les fidéliser? Pas nécessairement. Donc il faut avoir une vision à l'échelle d'un territoire qui est pertinent, un ou plusieurs EPCI, on se dit là où est la population, là où il faut répartir, on met le maximum d'efforts sur 1, 2, 3, 4 points de ce territoire et on active les deux leviers, le cadre d'exercice professionnel, le cadre de vie. Et ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Bon, il y a tout un ensemble d'autres enjeux sur lesquels je ne vais pas détailler, mais les deux premiers étant les principaux à mon sens. Mais on doit aussi travailler sur le maintien à domicile des personnes âgées, la santé mentale, l'inclusion des personnes en situation de handicap, tout un ensemble de sujets sur lesquels les collectivités ont aussi des leviers pour agir. Une fois qu'on a dit ça, donc je vous ai dit, là, on peut faire des choses, vous aussi, on a tout intérêt à les faire ensemble, on maximisera l'effet. Comment on fait pour travailler ensemble? Alors, on peut se voir régulièrement, on peut discuter, on peut travailler, c'est pas un souci, mais on a aussi un outil privilégié pour ce faire, le contrat local de santé. Le contrat local de santé, c'est vraiment l'outil numéro 1 privilégié pour l'agence pour travailler avec les élus locaux, les collectivités. Alors, petite carte pour vous dire où on en est sur les CLS, l'agréation des contrats locaux de santé. En Ille-et-Vilaine, c'est probablement un peu petit de là où vous êtes. Et ce que vous avez en vert, ce sont les CLS qui sont actifs, signés en cours, qui vivent une vie, qui a des actions qui se déploient. Ceux qui sont en orange-rose, c'est des CLS en cours de négociation qui seront arbitrés, finalisés d'ici l'automne et pour la métropole plutôt fin du premier trimestre 2024. Et pour ce qui est en violet, le reste du pays et les pays de la Montréal, on est sur des discussions de principe qui sont actées avec les collectivités et il faudra enclencher le travail probablement à compter de l'automne. Donc finalement, d'ici la fin de l'année, à l'exception de la Roche-Chauffée, l'ensemble des territoires seront soit dans un CLS ou auront démarré le travail d'un CLS. C'est important. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat local de santé? C'est un contrat entre l'agence et une collectivité. On a quelques règles de fonctionnement à l'agence régionale de santé Bretagne. On contractualise à l'échelle EPCI, un seul ou plusieurs, sur un territoire qui représente à minima 50 000 habitants. Pourquoi 50 000 habitants? Alors on n'est pas à 1000 habitants près, je vous rassure, mais ça peut paraître un peu arbitraire, mais c'est pour avoir une vision d'un bassin de vie intéressant, de politiques qui sont cohérentes. C'est une maille un peu minimale, notamment ce que je vous ai évoqué sur les concurrences entre territoires, pour avoir une vision des besoins d'un territoire suffisamment grand, pertinent. On passe plutôt à la maille EPCI, au moins 50 000 habitants. Assez souvent, finalement, on contractualise avec les ex-pays. Durée de 5 ans, qui est en fait calée sur le projet régional de santé, renouvelable autant de fois que nécessaire. Vous avez tout un ensemble de partenaires qui vont signer, contribuer à un contrat local de santé, alors l'ARS évidemment, le conseil départemental systématiquement, l'assurance maladie, régime général, régime agricole, le conseil régional, l'éducation nationale, privée publique, les hôpitaux quand il y en a sur le territoire, les professionnels de santé libéraux, des associations, etc., etc. Donc en fait, on met autour de la table tous les acteurs d'un territoire qui agissent de près ou de loin sur la santé. On parle d'un diagnostic, local et partagé, bon ça c'est assez classique pour un contrat, et on a des financements, nous on finance la moitié des postes de charge de mission, anime le contrat, et au sein du contrat, on finance un ensemble d'actions en fonction des besoins. Dans le CLS, ce qu'il faut se dire, c'est que l'idée c'est d'identifier les problématiques de votre territoire et d'y apporter des réponses qui correspondent aux besoins du territoire. Donc finalement, il n'y a pas un CLS qui est pareil à un autre, c'est bien le sens de la démarche. Pour autant, on a en général quelques grands chapitres qui se retrouvent. Le premier étant la réduction de la mortalité prématurée évitable, autrement dit, ce que je l'évoquais tout à l'heure, c'est les comportements et les environnements favorables à la santé. Le développement des organisations sanitaires et médico-sociales, donc l'exercice coordonné, où est-ce qu'on met le paquet pour attirer des médecins, des paramédicaux, etc. Donc le deuxième enjeu que j'évoquais tout à l'heure. Et puis souvent un focus sur les populations vulnérables, soit au titre d'une fragilité, un handicap, une dépendance, ou de la précarité par exemple financière. Donc, souvent on a des actions un peu ciblées en fonction du territoire sur ces sujets. Ce qu'on ne traite pas dans un CLS pour être parfaitement transparent, tout ce qui va être offre et création de places, par exemple, on ne va pas dire dans un CLS, on va créer des places d'EHPAD ici ou ailleurs, ça c'est un sujet qui se traite au niveau départemental, mais on peut quand même en discuter pour autant. Et évidemment, on ne traite pas des objectifs qui sont internes aux établissements, hôpitaux ou autres, qui sont partie prenante des CLS.
Et un dernier élément qui est important, il faut s'attacher, quand on fait un contrat local de santé, on est très attaché au fait qu'il y ait une participation citoyenne, que la population soit associée, qu'elle puisse s'exprimer pour que le diagnostic et les réponses qu'on apporte soient vraiment en phase avec les préoccupations des citoyens. Et voilà, j'en ai fini. Donc, pour résumer, vous pouvez agir sur la santé, on peut le faire ensemble, c'est encore mieux. Et on a un outil privilégié qui est le contrat local de santé, mais pour autant on est à disposition, vous pouvez venir nous voir au stand là-bas, on vous donnera les coordonnées, on est à disposition des territoires quand vous le souhaitez pour venir vous rencontrer et discuter avec vous. Merci Monsieur Le Goff. Alors, je vous ai dit tout à l'heure en introduction, on n'aurait pas dû mettre les enjeux autour, c'est trop général, on aurait dû dire les élus dont les maires, on est au salon des maires, ont un pouvoir, prenez-le. Tout à l'heure, il y avait une belle slide de M. Le Goff qui expliquait tout ce que font déjà les maires. J'ai envie de dire que c'est comme M. Jourdain, quoi. Il fait de la prose sans le savoir. Vous, les maires, vous faites, quoi qu'il arrive, un petit peu ou beaucoup de la prévention et de la facilitation de la bonne santé des concitoyens sans le savoir. Alors, pourquoi je dis sans le savoir? Parce que ça fait un moment que je milite et que je travaille et dans le système de soins et de santé et avec les élus. Les maires que je rencontre me disent toujours c'est pas ma compétence. Moi j'ai une compétence, je l'ai dit tout à l'heure, les écoles, les routes, etc., les associations. J'ai pas de compétence santé dans le code collectivité des collectivités territoriales, c'est pas mis. Les maires doivent s'occuper de la santé de leurs concitoyens. C'est vrai, donc c'est pas dans votre ADN, c'est pas dans votre logiciel. Or, on peut le faire. On peut le faire, rien n'interdit aux maires de le faire. Et effectivement, le deuxième argument que j'ai aussi quand j'en discute avec certains maires, c'est que j'ai pas les moyens, même si je veux les faire, j'ai pas les moyens, j'ai pas un chef de service, j'ai pas un service qui va pouvoir gérer cette politique de santé dans ma commune ou dans mon canton ou dans mon EPCI. Eh bien c'est vrai, sans doute, hein, vos finances sont sur la corde rouge là, mais c'est faux aussi. Parce que je vais demander à Jérôme Légas, le maire de Saint-Aubin-du-Cormier, je lui fais la surprise, il n'était pas prévu, Jérôme, tu peux bien me rejoindre. Il est avec moi pour l'AMF au CTS Haute-Bretagne, je vous ai montré la carte. Et ce maire-là, en Ille-et-Vilaine, s'est dit, je vais nommer un élu qui va, et il va me vous dire pourquoi il a nommé l'élu et sans moyens financiers particuliers. Et en plus, il est en train de travailler sur un CLS, donc il est l'homme parfait pour que, quand je l'ai vu là. Oui, en effet. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on sait que pour être attractif dans nos villes, on a besoin d'équipements, on a besoin d'avoir des écoles, on a besoin d'avoir des commerces, etc. Et dans l'attractivité, quand j'ai vu que quelques médecins quittaient juste à côté, nous c'est 4000 habitants, Saint-Aubin-du-Cormier. Et donc à côté, là, habillé, il y avait les médecins qui partaient, etc. Et puis donc ils sont venus à globalement 40 km à la ronde. Et sur ce périmètre-là, en fait, les médecins répondaient « Vous habitez où ?»« Ah non, c'est pas telle ville, c'est pas la ville, donc du coup, on vous prend pas. » Et en fait, on voit bien que dans l'attractivité de nos territoires, la partie santé est essentielle. Et au-delà, en effet, des 80% de prévention, d'aménagement du territoire, etc., c'est comment on arrive à coordonner. Et la coordination, en effet, moi j'ai nommé une adjointe en charge de la santé, qui a pour mission de coordonner tous les professionnels de santé. Donc on a la chance aussi d'avoir une association assez dynamique des professionnels de santé. On a une maison de santé qui a été financée par les professionnels. On n'a eu aucune participation, etc. On a contribué sur la partie parking. Une fois sur deux, on vient dans un centre-ville parce qu'on a un rendez-vous. Donc je me suis battu avec les professionnels pour qu'ils fassent leur maison de santé sur la place de la mairie. Donc du coup, ils voulaient aller en périphérie, etc. Finalement, ils sont allés. On a fait un bail sur les places de parking pour qu'ils ne les payent pas, etc. Enfin, si, ils les ont même loués. Ils ont contribué, mais c'est nous qui avons en charge désormais les frais de parking, etc. Donc du coup, les gens viennent au centre-ville grâce à ça. Donc là, c'est avec mon adjointe où on coordonne, on anime et on fédère. Moi, j'ai un petit temps d'agent du CCAS qui est consacré sur les professionnels de santé. Et au-delà de la ville, c'est qu'à l'IFRIC Cormier Communauté, au sein de la communauté de communes, j'ai la délégation santé. C'est-à-dire, j'ai sport, tourisme par ailleurs, et santé. Et donc du coup, avec cette coordination, on a rencontré M. Le Goff, qui est venu rencontrer l'ensemble du bureau de
de la communauté de communes. Et donc là, on est en train de mettre un CLS et on fédère avec nos deux Comcom d'à côté, puisqu'on est fait en zone blanche avec la communauté de communes de Château-Giron et la communauté de communes de Vallée-l'Aubigné. Et donc, notre rencontre d'il y a 3 semaines fait qu'on est tous quasi d'accord là à ce qu'on mette notre CLS en place. Du coup, on est sur un rôle d'animateur, de coordination, et notre CPTS est lancé, donc là avec Assigné, Torigné, Cesson, voilà globalement, c'est pareil que c'était sur cette zone blanche. Donc en l'espace de nos premières rencontres, je pense, avec le CPTS des Estuaires qu'on devait constituer il y a 1 an, et en moins d'1 an, en gros, on a réussi à constituer le CPTS, le CLS, on arrive à maturité. Donc j'ai envie de vous dire, mettez un adjoint, mettez un vice-président au sein de l'Interco, ça n'est que de l'animation, de la coordination, et ça permet en effet de déployer et d'animer, et puis ensuite en effet d'avoir des relais, que ce soit pour les habitants, que ce soit pour les professionnels, juste de la coordination. Voilà mon expérience. Merci Jérôme. Ça parle pas toujours, on a toujours le frein, j'ai pas de moyens, j'ai pas de moyens. Jérôme est l'exemple même de ce qu'il a fait, c'est dire je veux qu'un des élus du territoire soit connaisseur, déjà c'est sport, etc. à tous, parce qu'il vous a parlé de CPTS, il y a quelques mots un petit peu barbares, hein, CTS, CPTS, CLS, CDS, centre de santé, MSP, maison de santé, tout ça c'est ce qui organise notre territoire avec des moyens financiers, des soutiens de l'ARS. Donc on va terminer cette conférence atelier, le message c'est oui, les maires sont très impliqués et le font déjà, mais de façon désordonnée par politique officielle. Il faut recoordonner ça, parce que moi, sur ma propre commune, quand je veux discuter avec des médecins, c'est très compliqué. Dans ces communes, ça se passe bien, dans d'autres, c'est plus compliqué. Voilà, donc tout à l'heure, vous avez parlé de CPTS. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, on manque de médecins et de praticiens des hôpitaux, on en a pour 10 ans. On sait qu'on en a pour 10 ans. Donc, M. Legoff vous a dit qu'il va falloir coordonner les gens qui travaillent ensemble pour essayer de donner du soin, justement, à nos citoyens, nos habitants. Et pour ça, il faut que tout le monde se coordonne, pas au niveau d'une commune, au niveau d'une petite région naturelle. Et pour ça, il y a des outils. Le CPTS, Jérôme l'a dit, c'est les médecins entre eux, avec les kinés et les infirmières qui s'arrangent pour faire de l'offre de soins non programmée, voilà, etc., des urgences. Et puis nous, on a le CLS, le fameux contrat local de santé. Alors, il y en a quasiment partout en Ille-et-Vilaine, il y en a certains qui sont loin des Tapoutis, celui de la métropole est loin des Tapoutis avec ses 450 000 habitants. Mais c'est vrai que c'est un enjeu majeur. Si dans chaque commune d'Ille-et-Vilaine, on a un élu, quel qu'il soit, et pas le maire, hein, le maire il a trop de choses à faire, c'est trop complexe, globalement. Si effectivement chaque commune a un élu à la santé qui coordonne, qui met tout le monde autour de la table en disant on fait quoi pour l'attractivité de la commune, pour attirer les médecins et les professionnels, et pour soigner et prévenir, c'est 80%, c'est la prévention. Et les CLS, ils ont eu 25 fiches actions hein, sur 3 ans, 5 ans, c'est quasiment de la prévention, puisque l'offre de soins, c'est l'État qui essaye d'y travailler, c'est pas les mairies. Voilà, donc c'est le message, je veux terminer là-dessus, pour moi toujours, qui est la démocratie en santé, hein, vous avez vu tout ce que j'anime, 50 personnes de 6 collèges différents. Le message, c'est messieurs, dames les maires, vous faites déjà des choses, recensez-les, recensez ce que vous faites. On vous redonnera la slide qui vous dit ce qui serait bien de faire, et puis essayez de coordonner tout ça, de le faire savoir, et puis de faire vous intégrer dans un CLS pour commencer. C'est le seul endroit où les élus peuvent s'intégrer. Tout ce qui est purement médical. Alors, Jérôme l'a dit, les médecins, ils se méfient des élus, ils ne veulent pas d'administration, ils ne veulent pas d'éco-administration. Mais quand un CLS fonctionne, ils y sont. Ils se disent, mais c'est vachement bien. Et donc derrière, ils créent leur CPTS et ça part en 1 année. Donc des médecins qui étaient un peu rétifs à faire du collectif le font. Donc c'est vraiment